Dans le paysage du cinéma et du journalisme burkinabé, certaines personnalités ont œuvré avec passion, discrétion et détermination en gravant leur nom dans l'histoire culturelle de notre pays. Formés en ethnologie, en communication et en cinéma entre Ouagadougou, Bordeaux et Paris, notre invité a su conjuguer rigueur scientifique, sens du récit et engagement personnel. Des plateaux de tournage aux salles de rédaction, des festivals internationaux aux documentaires engagés. Elle a traversé plusieurs années au service de l'image, de la culture et de l'information. Assistante sur des films comme Samba Traoré d'Idrissa Ouedraogo, réalisatrice de documentaires tels que Le drame des filles mères ou L'univers des salons de coiffure, journaliste reporter à la télévision nationale du Burkina pendant plusieurs années. Elle nous trace aujourd'hui son parcours. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec elle ses engagements et ses réalisations. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. Bonsoir à Madame Sanogo. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. Tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité. Invité ma bonne personne à participer à cette émission. D'accord. Alors, vous avez commencé vos études à Ouagadougou avant de poursuivre en France. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous orienter vers l'ethnologie? Tout d'abord, je peux dire que c'est après le bac en 1982 au lycée Zenda à Ouaga. J'ai été orienté en histoire. Donc, vraiment, je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas attraper la craie. Je voulais être journaliste. C'était ça ma vocation. J'ai paix à l'âme de mon oncle Bassirou Sanogo, qui était déjà journaliste, qui m'a vraiment motivé. Donc, il m'a aidé, il m'a dit, tu veux faire du journalisme, peut-être à Bordeaux, il y a une école, Institut universitaire de technologie, où tu pourras faire un test et y aller. Voilà comment les choses se sont passées. Après la première année en histoire, je devais aller en deuxième année en 83 et j'ai fait le test de l'université de Bordeaux, l'UT, l'Institut universitaire de technologie, j'ai été admis. Notre chance a été que les résultats ont été diffusés à la radio nationale. On était en retard parce qu'on nous attendait, on ne nous voyait pas à Bordeaux. Donc c'est en octobre maintenant qu'ils ont fait le communiqué pour dire qu'on était admis. Donc ça a facilité l'obtention de la bourse. Donc dès que j'ai eu la bourse, comme je voulais vraiment faire le journalisme, c'était vraiment ma vocation parce que j'étais timide. Voilà comment je suis arrivée au journalisme. D'accord. Et si à la base, vous avez eu comme passion le journalisme, alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en ethnologie? On dit souvent à quelque chose malheur est bon. C'est un parcours de circonstances. Quand on est arrivé à Bordeaux en 83, jusqu'en 85, j'ai fait le DUT. Et j'ai obtenu mon DUT en journalisme communication. Et c'était au temps de la Révolution. Donc, je crois qu'il y a des mesures qui avaient été prises par le capitaine Feu Thomas Sankara qui avait décidé que tous les étudiants qui étaient en fin de cycle devaient rentrer pour travailler. Donc, ayant fini mes études en 85 à l'âge de 22 ans, je viens au Burkina pour les vacances, comme on avait droit au billet, et je rentre, je vois un papier, on dit études terminées. Ouh, c'était un choc. Je dis, oh, donc études terminées, tu n'as plus de bourse, tu dois faire tes bagages, tu dois retourner. Alors que j'avais eu une inscription dans une autre ville pour faire la licence et la maîtrise en journalisme à Rennes. Donc, sans bourse, tu ne peux pas y aller, puisque la France est vraiment difficile. Ma chance a été que, bon, je rends hommage aussi à un autre oncle qui est décédé, qui est bien connu dans le milieu de la communication, Yaya Karim Drabo, qui devait venir même enseigner à l'INAFEC, qui était à l'UT. Donc, comme lui, il était là-bas depuis plusieurs années, il dit, bon, comme la bourse est coupée, tu n'as pas de bourse. Je te conseille de t'inscrire en anthropologie. C'est là que j'ai pu m'inscrire. L'avantage en France, tu peux t'inscrire partout, dans toutes les branches. Donc,
Il y avait un professeur guinéen qui était bien, Sori Kamara, paix à son âme. Donc lui aussi, il faisait l'anthropologie. Donc j'ai pu m'inscrire en licence et en maîtrise d'anthropologie. Et j'ai obtenu la maîtrise en anthropologie en 87. D'accord. Et après l'anthropologie, vous avez également fait des études en cinéma? Oui. Après l'anthropologie, comme j'étais à Bordeaux et que je n'avais pas la bourse, j'ai ma sœur jumelle qui était à l'université ici en sociologie, elle enlevait un peu la bourse pour m'envoyer. Les parents cotisaient aussi pour mon argent de poche. Ok. Comme j'étais logé, nourri, j'avais droit au truc de bus aussi grâce à mon oncle. Donc avec cet argent de poche, je me débrouillais. Maintenant, comme à Bordeaux, c'était un peu difficile d'avoir du travail. Quand tu es étudiant, tu peux faire des petits boulots pour financer tes études. Donc j'ai eu l'idée, j'ai dit mais pourquoi je ne vais pas aller à Paris? Parce qu'à Paris, il y a plus de possibilités. Je voulais un peu voler de mes propres ailes. Donc ayant obtenu la maîtrise en anthropologie, je me suis renseigné un peu dans le milieu à Paris avec les amis qui étaient à Fessard, la maison des étudiants. Et je me suis renseigné auprès de Fanta Nakro, Regina Nakro, qui est une promotionnaire du lycée Zenda. On a fait les Zenda ensemble de la seconde à la terminale. Donc elle me dit, mais tiens, il y a un DEA en cinéma, documentaire et anthropologique. J'ai dit, tiens, ça m'intéresse. Voilà comment le déclic est venu. Et j'ai pu faire le test et ça a marché. Et je me suis retrouvé à Paris 10 Nanterre pour faire le cinéma, documentaire et anthropologique. C'est par accident que je me suis retrouvé au cinéma, documentaire. Sinon, j'étais allé pour faire du journalisme et c'est le journalisme qui était ma première vocation. Aussi, après vos études, vous avez travaillé aux côtés de grands noms tels que Idrissa Ouedraogo et bien d'autres personnes. Dites-nous comment est-ce que vous avez intégré leur équipe? Ça aussi, on peut dire que c'est une chance, puisque quand je suis rentré en 90, au Burkina, j'ai d'abord fait un stage au FESACO. Après, il fallait faire le service national populaire. C'est ce que j'ai fait en 92. Et lors du service national populaire, je ne voulais pas enseigner. Donc, je me suis battu, grâce à l'aide des gens, tout ça là, pour faire la production, la partie production à la direction de la cinématographie nationale en 92. À cette époque, il y avait beaucoup de tournages. Comme j'étais dans un service où c'était la production, donc c'est ça qui a amené un peu une ouverture. Donc en ce moment, il y avait vraiment beaucoup de tournages. C'est un service qui marchait très bien à Gungain, qui s'appelait la DIPROCI, Direction de la production cinématographique. Après, ça a changé de nom. Donc c'est durant ma production d'une année là, 92-93, que j'ai pu intégrer le milieu. Mais en même temps, je sais que je connaissais Pierre Yamiogo, paix à son âme, que j'avais rencontré à Paris grâce à une amie. On était allé chez lui, donc facilement, à chaque fois quand ils avaient leur tournage et que je demandais à participer, ils n'ont pas posé de problème. Fanta Nakro aussi, quand elle faisait son premier film, c'est ça, c'était à Kaya, c'est ça. Donc, elle aussi, elle voulait une équipe de femmes. Comme on était promotionnaire aussi, quand je lui ai demandé, à chaque fois c'est moi qui ai demandé, elle a accepté aussi me prendre comme stagiaire. Donc à Pierre Yamiogo aussi, paix à son âme, j'étais stagiaire. Avec Idrissa Ouedraogo aussi, que je connaissais. Quand j'ai demandé, il voulait faire Samba Traoré à Bamfora, j'ai demandé à être stagiaire. Donc durant toute la production, je n'ai pas chômé. Et de votre participation au film Samba Traoré, quelle anecdote marquante vous avez vécue sur le plateau? C'est ça, on a fait quand même plus d'1 mois et demi à Bamfora. On partait dans les villages pour tourner. Bon, c'était bien vraiment. Là, il y avait de l'ambiance. Il y avait une ambiance vraiment bon enfant. On rigolait les plateaux de tournage. Et est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous? L'anecdote que j'ai, je me rappelle qu'il y a une séquence qu'on fait à l'âme d'Idrissa Ouedraogo qui devait tourner dans un marché, dans un village. Bon, selon les dires, il n'y avait pas eu de sacrifice. On est en Afrique. Donc, cette séquence-là a été très difficile à tourner parce qu'il y a eu Bon, c'est difficile aussi de tourner dans un marché. On a dû aller faire les sacrifices, je crois, après, pour que la séquence marche parce qu'il y avait trop de bagarres, trop de trucs. Donc, à chaque tournage, il fallait faire un sacrifice? Non, pas forcément. Peut-être comme c'était au marché. Moi, je crois que quand on va dans un lieu aussi, il faut se renseigner, voir s'il y a des rituels à faire.
Oui. avant de faire le film. Parce que le marché est très difficile. Hein. Filmer un marché, c'est très dur. Parce que souvent même les gens t'insultent ou bien qu'est-ce que tu es venu filmer? Personne n'est prêt à ce qu'on le filme au marché. Même lors des reportages, j'ai vu à la télé, souvent quand il y a la fête des moutons, on peut aller pour filmer les moutons. Oui. On arrive, il faut toujours demander l'autorisation aux gens. Une fois que tu demandes l'autorisation, s'il y a des trucs à faire, tu fais et puis les portes sont ouvertes. Mais tu ne peux pas aller prendre ta caméra et puis filmer au hasard. C'est ce que je retiens, c'est ça l'anecdote. D'accord. Et quel était votre combat en tant que femme dans le cinéma? Mon combat en tant que femme, oui. C'était aussi défendre la cause des femmes. Oui. Puisque le film vraiment qui m'a marqué, c'était le drame des filles mères. Et je tenais à ce film. J'ai mis 13 ans pour réaliser ce film en faisant des enquêtes à Bobo-Dioulasso. Pourquoi le choix de ce thème et de ce film? Parce que j'ai remarqué que quand on était en 6e à Bobo, dans les années 75, 76, la ville de Bobo, vraiment, on était chez la grand-mère maternelle. Donc c'était compliqué, on était à l'externat, il fallait aller au lycée municipal de Bobo. Je voyais les cousines dans les quartiers, il y avait beaucoup de filles mères. On était jeunes, donc le papa s'est rendu compte que s'il ne nous mettait pas à l'internat et qu'on restait à Bobo, ça n'allait pas être facile pour notre carrière en fait. Donc ce sont toutes ces motivations. Quand j'ai fait le constat, nous qui avons fait la 6e au lycée municipal de Bobo, on n'est pas nombreux à être arrivés à l'université. Donc l'idée de fille-mère m'est venue comme ça, parce que chaque fois qu'on partait pendant les vacances chez la grande-mère maternelle, on regardait, chaque fois il y avait beaucoup de filles-mères dans les quartiers. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas faire un film documentaire sur ça? Donc le sujet est resté dans ma tête et j'ai décidé de faire des enquêtes d'abord dans les quartiers, dans les grands quartiers, pour comprendre le phénomène avant de pouvoir faire le scénario, je disais que c'est un sujet qu'il fallait aborder, parce que c'était vraiment un fléau à Bobo, quoi. Et durant la réalisation, quelles étaient les causes? Pourquoi il y avait beaucoup de filles mères? Les causes, souvent c'est aussi dû à la pauvreté. Et puis à l'ignorance, c'est l'éducation. Puisqu'il y a une dame qui a eu à dire dans les films que souvent c'est les parents même qui poussent leurs enfants à aller vers les hommes comme ça. Ils disent, il faut amener quelque chose, tout ça. Bon. Et puis il y a l'ignorance, il y a la pauvreté. Elles aussi, elles vont avec des hommes parce qu'elles veulent de l'argent. C'est une histoire de mentalité. D'accord. C'est une histoire de mentalité. C'est un phénomène social. Et puis le fait aussi qu'à Bobo, il y a un côté très humain par rapport à Ouaga. Même si tu accouches, on ne va pas te chasser. La culture mandingue et malinké est différente de la culture Mossi. Par exemple, si une fille accouche, j'ai eu le cas dans le film, on va te chasser. Tu vas aller chez ta tante. Voilà. Alors qu'à Bobo, on t'accepte. Tu restes dans la famille, on te nourrit. Est-ce que c'est pas ça aussi qui favorise? Donc c'est un peu ça. Vous avez eu un prix même en 2011, non? C'est 2012. J'ai eu prix Galéan du meilleur documentaire. D'accord. Mais ce film m'a beaucoup marqué parce qu'il y a une qu'on a filmée. Elle était mère de deux filles, de 2 enfants, je crois, ou bien c'est 3 enfants, je sais plus, de pères différents. Wow. Donc elle disait qu'elle allait se battre pour s'en sortir. Elle avait été rejetée par sa famille. Elle avait de l'espoir. Et après, j'apprends qu'elle s'est suicidée. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché. Quelle leçon est-ce que vous tirez de ce documentaire-là? Bon, quelle leçon je tire de ce documentaire? En fait, c'était pour sensibiliser un peu les jeunes filles sur ce phénomène des filles mères, qui est toujours d'actualité, qui est une réalité, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit même ceux qui n'ont pas été à l'école. Donc c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et je pense que c'est le plus grand film de ma vie. Et j'étais contente de pouvoir réaliser ce film grâce à la télé et au CIRTEF.
D'accord, Madame Sanogo, à présent, nous allons parler du journalisme. Comment était votre début dans ce milieu-là? Pourquoi les journalistes? Comme j'avais plusieurs cordes à mon arc et que j'étais à la direction du cinéma, après les SNP, on se retrouve au chômage. Nous, on est arrivé juste, il y avait le pass, on n'embauchait plus. J'ai chômé pendant 7 ans, de 90 à 97, jusqu'à ce qu'on fasse un test pour nous recruter comme cinéastes. On était pigistes à la direction du cinéma pendant 3 ou 4 ans. Donc, je suis resté 4 ans dans un bureau, comme c'est des cinéastes. En général, les cinéastes sont indépendants. Mais nous, on était des cinéastes fonctionnaires. Il y a des cinéastes fonctionnaires. 4 ans dans un bureau sans rien faire, sans un dossier. Donc, par fini, je ne tenais pas. Donc, je suis allé au ministère de la Communication. J'ai dit, bon, vu que j'ai fait un diplôme en journalisme, j'aimerais aller demander une affectation à la télé. Au moins, je serais utile. Et voilà comment je suis arrivé à la télé en 2001, décembre 2001. Et j'ai pu faire des reportages pendant 18 ans. Et j'étais contente aussi de pouvoir m'exprimer encore dans les journalismes, puisque l'un dans l'autre, tout est ensemble. À la télé, le journalisme, tu peux faire des films aussi. Ça a été une ouverture. Grâce à la télévision nationale, j'ai pu faire des films. Sinon, peut-être que je n'allais jamais faire de films. Les salons de coiffure avec le CIRTEF, une coproduction CIRTEF, RTB. Et puis l'univers, puis le drame des filles mères. D'accord, vous avez fait des reportages durant votre carrière à la RTB. Quel était le reportage que vous avez couvert avec émotion et qui vous a le plus marqué? Bon, il y a eu beaucoup de reportages. Hein. Oui, mais parmi les reportages, peut-être il y a une histoire derrière. Bon, mais il y a une histoire banale qui m'a un peu marquée. Et puis l'attaque, j'étais très contente de l'attaque. C'était lors d'un reportage d'une rencontre avec c'était les handicapés qui devaient se retrouver pour une formation. Maintenant, il se trouve que c'était à la salle des archives, aux archives nationales. Et c'était au premier étage. Donc, il y a un monsieur qui est venu en fauteuil roulant et il tempêtait. Je trouve qu'il avait raison. Et comment vous allez organiser une salle pour des personnes handicapées? Certains sont en fauteuil roulant. Et vous ne tenez pas compte du choix de la salle. C'est ça. Donc, il tempêtait. Et puis, j'ai dû filmer, quoi. C'est vrai comment il allait monter l'étage. Et quelqu'un doit-il le prendre? Ça, c'était une gaffe. Donc, j'ai bien aimé ce reportage parce que l'attaque, on a attaqué. Voilà, il y a un reportage, il y a un truc sur handicapé. Et puis c'est au premier étage. Comment? Bon, je ne sais pas comment j'avais attaqué. Et j'ai aimé ce reportage, l'attaque. L'attaque est très importante. Donc voilà. Alors, vous avez aussi coordonné une enquête nationale sur le pluralisme de l'information en 1997. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'évolution des médias au Burkina? Bon, il y a eu vraiment une certaine évolution. Ça encore, c'était durant ma période de chômage, comme on le dit. Donc, paix à l'âme de mon oncle, Adama Fofana, qui était le premier président du Conseil supérieur de l'information à l'époque, CSC. Oui, c'était ça. Donc, comme j'étais au chômage, je cherchais du boulot, je partais partout. Donc, comme c'était pendant les élections, il dit comme j'avais une formation en journalisme que je pouvais coordonner la supervision, le monitoring avec des jeunes qu'il avait recrutés. Donc, pendant les élections, on regardait les cassettes, moi je supervisais. Voilà, donc c'était en 97, j'étais au chômage, j'étais pas encore engagé, donc je cherchais du boulot. C'était un petit travail, donc ça m'a beaucoup formé. Donc on voit que les médias ont beaucoup évolué, puisque la presse privée est venue, il y a eu beaucoup de télé privées. Vraiment, il y a eu une évolution, quoi. C'est bien quand il y a beaucoup de médias. Et dans le traitement de l'information, est-ce que vous trouvez que les informations sont toujours traitées comme à votre époque? Est-ce qu'il y a toujours la rigueur et tout? Bon, il y a la rigueur, bon, chacun a son angle d'attaque aussi. Et puis tout dépend, chaque génération vient aussi avec sa mentalité. Ce truc, et on trouve des bons partout, c'est pas une question de génération aussi. Il y a des bons dans les anciens, il y a des bons dans les jeunes. Chacun a sa plume, chacun a quelque chose à donner. D'accord.
Alors, vous avez également participé à des festivals dont le FESPACO. Et que représentent ces espaces pour les cinéastes? Bon, le FESPACO représente vraiment beaucoup de choses pour les cinéastes africains. Donc, depuis le FESPACO 91, parce que je suis rentré en 90, j'ai fait d'abord le stage et j'étais au MICA, marché du film. Et depuis toutes ces éditions, j'ai toujours participé à toutes les éditions du FESPACO. Donc, je trouve que c'était un espace de rencontre. Même si tu n'as pas de film, au moins, ça te permet de connaître des gens, surtout de voir des films africains, de te faire des relations, on apprend. Donc, j'ai participé à toutes les éditions. D'accord. Alors, madame, est-ce que madame Sanogo est aujourd'hui sur un projet? Bon, sur un projet, oui, les projets ne manquent pas. Il y a beaucoup de projets dans les tiroirs. Et quels sont les projets? Mais ce n'est pas du tout évident pour avoir l'argent. Oui. Sinon, quand j'ai fini de réaliser les filles mères, j'avais l'intention de faire aussi sur les enfants issus de ces filles mères. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Eux aussi, ils doivent pouvoir s'exprimer. Il y a un véritable problème puisque beaucoup sont abandonnés. Après, ils deviennent... Les papas les abandonnent. C'est un problème. Bon, j'avais ça en tête, mais j'ai pas pu le faire. Peut-être qu'il faut refaire l'enquête. Est-ce qu'ils vont accepter parler? Parce que c'est pas évident que des gens s'expriment sur des sujets aussi sensibles. D'accord. Donc, sinon, c'est pas le projet qui manquait. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui veulent faire carrière dans le cinéma ou le journalisme? Il ne faut pas courir après l'argent. Parce que le journalisme ne donne pas l'argent, ça donne des relations. Bon, à moins de faire des deals ou des offres, comme on le dit. C'est ça. L'argent... Donc, on ne peut pas être dans le journalisme honnêtement et puis avoir de l'argent. Il faut être honnête, oui. Parce qu'il y en a qui font des deals, il y a des offres, quoi. Mais il y en a qui croient que quand tu viens, c'est pour t'enrichir. C'est pas pour t'enrichir. Mais c'est la situation morale que tu retires là. Oui. Le fait de faire des reportages et puis tu parles, les gens sont satisfaits, ils t'appellent. Ou bien on te donne des cadeaux, des femmes disent ah on était content du reportage, on te donne 3 pains, on t'ajoute de l'argent, et puis parce que tu les as respectés. Je crois qu'il y a des secrets professionnels. C'est pas tout ce qu'ils disent qu'on doit dire. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit montrer. on voit beaucoup de choses dans les images qu'on filme. Il faut essayer de les arranger, de protéger aussi leur vie, leur personnalité, ne pas les exposer. Par exemple, si on filme une image où on voit une femme qui est mal assise, qui est cette image, on ne peut pas mettre dans le reportage parce qu'il y a un problème. L'image de la personne. S'il y a des trucs que tu entends, et puis tu veux tout dire, ça aussi, c'est pas bon. Il faut respecter la personne que tu interviews, le respect, la considération pour les gens, et puis ne pas avoir la grosse tête, être humble. Et puis l'habillement aussi, je veux insister sur ça. L'habillement est très important. On dit souvent que l'habit fait le moine. C'est vrai que souvent quand tu vas à des grands reportages internationaux, j'ai remarqué, quand tu es bien habillé, tu vois même ceux qui viennent de l'extérieur, des pays africains, on te respecte en fonction de ton habillement. Mais souvent, il y a des gens qui partent mal habillés et ça pose des problèmes. Et selon vous, qu'est-ce qui fait un bon documentaire? Bon, pour moi, un bon documentaire, c'est surtout la recherche. Moi, je mets l'accent surtout, je commence toujours par les enquêtes quand j'ai des sujets. Un bon documentaire, c'est d'abord avoir de bonnes personnes ressources, qui peuvent répondre aux questions. Et puis faire des enquêtes, bien creuser le sujet. Et puis choisir bien ces personnages, des gens vraiment qui peuvent bien s'exprimer et qui peuvent bien rendre. C'est ça. Le documentaire aussi, c'est ça. La force du documentaire, c'est les personnes qui vont intervenir dans le documentaire, le choix des personnes ressources. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis le fil conducteur, il faut avoir un fil conducteur. On ne peut pas aller dans tous les sens. Avoir un angle d'attaque, parce qu'il y a plusieurs trucs, il faut savoir où tu vas. D'accord. L'agencement aussi est très important. On sort pas du coq à l'âne. Tu peux mettre, voilà, il y a ça, et puis c'est surtout ça, la recherche. Il faut la recherche,
Ok, alors nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre contribution et votre passage à Fadima Web TV. Ok, moi aussi je vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne en m'invitant à cette émission. Je dis paix à l'âme de Yacouba Traoré qui était votre mentor et qu'il avait beaucoup fait aussi pour le cinéma. En créant l'émission Ça tourne, j'avais un peu participé avec lui à ses débuts pour participer comme j'étais au chômage, à préparer. Vraiment, il formait un vrai duo avec Romain Auguste Bambara. Ça, quand ils ont créé l'émission a pris. Mais après, eux, c'était pas... Quand on crée et puis après quelqu'un d'autre vient prendre, ça ne peut pas être la même chose. Donc j'ai vraiment aimé. Bon, on a une pensée pour lui. Paix à son âme. En tout cas, il a marqué le paysage audiovisuel. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie pour l'attention à ma modeste personne et puis la vie continue. On va se battre. C'est tout ce que j'avais à dire. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, merci pour votre attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Fadima Web TV, les racines de la